Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Dimanche en politique qui a pris ses quartiers ce week-end, vous le voyez, au Salon de l'Agriculture, 56e du nom, avec ce succès qui ne se dément pas, vous le voyez sur ces images. Toujours beaucoup de monde à se balader dans les allées de ce qui est pendant une semaine la plus grande ferme de France. Alors aujourd'hui, dans Dimanche en politique, on va surtout parler de la loi alimentation, la fameuse loi Egalim qui est entrée en vigueur depuis un mois. Loi importante car elle doit redonner du revenu aux agriculteurs mais aussi favoriser une alimentation plus saine et durable. Deux invités pour nous accompagner tout au long de cette émission et pour débattre justement sur cette question. Laurence Maillard-Meignery, députée La République En Marche d'Ille-et-Vilaine. Bonjour, vous étiez justement rapporteur d'une partie de la loi alimentation. Et face à vous, Véronique Le Floch. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes productrice de lait à Elian dans le Finistère. Et vous êtes surtout la secrétaire générale de la coordination rurale, un syndicat qui a fait de beaux scores aux chambres d'agriculture bretonne. Vous arrivez en deuxième position derrière la FNSEA, une belle poussée. Alors tout à fait, bonjour. Donc deuxième syndicat agricole, on reste en deuxième position. On récupère 2 chambres d'agriculture et puis on essaiera de faire mieux la prochaine fois. En effet. Alors justement, Véronique Le Floch, c'est une semaine marathon là qui se conclut pour vous. Alors, quand on est agriculteur, agricultrice, c'est tout le temps des semaines marathon, mais quand on doit en plus s'impliquer pour défendre les agriculteurs, c'est encore pire. Qui s'occupe de l'exploitation là pendant que vous êtes au salon là pendant une semaine? Alors, j'ai de la chance d'avoir un mari qui accepte, mais qui râle. Mais les enfants sont là, tout le monde fait le travail, et le travail, il est obligé d'être fait. Alors, Laurence Maillard-Meignery, c'est un rendez-vous important pour vous aussi, le salon. Vous venez souvent, vous venez tous les ans? Depuis que je suis élue, en fait, je suis venue déjà l'année dernière, bien sûr, et cette année, une journée plutôt technique pour voir un peu comment cette loi Egalim prend auprès des différents syndicats agricoles, l'OCS avec les difficultés aussi qu'on connaît sur les enjeux phyto, la SAFER sur les enjeux du foncier. Bref, il y a vraiment des beaux sujets qu'on peut aussi estimer, évaluer en rencontrant les différents acteurs, donc raison de ma visite. Et la température, là, vous la sentez comment, là, aujourd'hui, cette année? Comment est le climat dans le monde agricole? Alors, le climat me semble meilleur que l'an dernier. L'an dernier, il y avait beaucoup de crispation, d'inquiétude. On était en plein dans la loi, la fin des EGA et le début du travail sur la loi Egalim. Donc, il y avait de l'incertitude, des attentes. Et je pense que là, le climat semble un tout petit peu plus apaisé, en attente de résultats, voilà, sur les mesures de la loi que nous avons adoptées. Alors, je me tourne vers Véronique Le Floch. Vous partagez ce constat? Alors les agriculteurs sont pas mal résignés, il y a des agriculteurs qui se portent bien, mais la majorité des producteurs, c'est quand même difficile. Et aujourd'hui, le salon de l'agriculture, ce sont des médailles pour seulement une faible partie de nos agriculteurs. Pour les autres, c'est une rencontre, une sortie, et peut-être pour beaucoup la seule sortie de l'année, quoi. Donc c'est important, c'est un rendez-vous quand même qui reste important pour le monde agricole. Disons que c'est un rendez-vous, c'est le savoir-faire de la France, malheureusement pas assez reconnu. Alors, on va revenir à cette fameuse loi alimentation qui pose le thème central de l'émission, loi qui pose un nouveau cadre pour les négociations commerciales entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. En clair, des promotions davantage encadrées et la grande distribution va devoir revendre certains produits alimentaires 10% plus cher que le prix auquel elle les a achetés. Alors tout cela doit permettre in fine un meilleur revenu pour les agriculteurs. C'est le pari du ruissellement qui pour l'instant laisse sceptique un peu le monde agricole. C'est ce qu'ont pu constater une équipe de France Info cette semaine dans les allées du salon. Regardez. Dans un hypermarché, il y a des milliers de produits qui ont augmenté. Le but de cette augmentation, c'est que ça ruisselle chez les éleveurs. Mais la vraie question, c'est est-ce que cet argent va redescendre jusqu'à l'éleveur? Et quand je vois la recrudescence de promotion depuis le 1er janvier dans les catalogues de mes concurrents, j'en doute vraiment fort. Quand un grand distributeur comme Carrefour dit « je veux des caméras dans les abattoirs et je n'achèterai que des animaux qui seront passés devant la caméra », moi je demande des caméras devant les boxes de négociation. Parce que se passe-t-il? Ils demandent aujourd'hui des baisses de -1 à -4%
en viande. Donc ils disent aux agriculteurs, montez en gamme, faites du bien-être, faites du beau, du sain, du lait de qualité, etc. Mais ils continuent à demander des baisses de prix. C'est pas sérieux. On ne peut pas faire mieux pour moins cher. Alors Véronique Le Floch, est-ce qu'on peut faire un premier bilan un mois après son entrée en vigueur sur cette loi alimentation? Est-ce que les choses ont un peu changé dans les rapports entre le monde agricole, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution? Alors déjà, les agriculteurs n'ont pas de relation avec les distributeurs ou très peu. Donc nous, les seules relations que nous avons pour se faire payer, c'est directement avec les industriels, qu'ils soient privés ou coopératives. Maintenant, tout le monde sait que la revente à perte était jusqu'à présent interdite. La vente à perte de nos exploitations n'a jamais été interdite. On aurait peut-être dû commencer par ça. La revente à perte interdite, aujourd'hui, passe par un rajout de 10% sur les grandes marques, donc au bénéfice des distributeurs. Or, les distributeurs sont propriétaires des marques de distributeurs, si bien qu'ils ont bien compris que les avantages les bénéfices supplémentaires faits sur les grandes marques, ils peuvent les répercuter à la baisse sur les MDD. Donc pour le moment, pas de retour malheureusement dans nos exploitations. Alors quelques chiffres intéressants là, Laurence Maillard-Mayuri, variation sur les prix en février, plus 0,13% sur les grandes marques nationales, moins 0,31% sur les marques distributeurs. En gros, le panier moyen du consommateur a seulement augmenté de 10 centimes. Voilà. Les effets de la loi se font encore attendre. C'est à peu près 1%. Contrairement à ce qui nous avait été annoncé par certaines grandes enseignes. En gros, nous souhaitions augmenter les prix du panier moyen des consommateurs. C'est faux. Le SRP, c'est un élément technique. C'est une augmentation du seuil de revente à perte. En clair, un distributeur qui achète un produit 1 € est obligé de le revendre 1,10 €. Et l'augmentation annoncée des 10% concerne uniquement les produits vendus en tête de gondole. Donc 85% des produits alimentaires vendus en grande surface n'ont pas subi cette augmentation des prix. Comment vous allez faire pour augmenter le revenu des agriculteurs alors Egalim, c'est une boîte à outils. Et j'écoutais ce que disait tout à l'heure l'agriculteur. Depuis le 1er janvier, la loi Egalim n'était pas applicable. C'est une boîte à outils avec le SRP, avec SRP, vous pouvez traduire, le seuil de revente à perte, avec l'encadrement strict des promotions. Voilà, c'est un ensemble de boîtes à outils, mais pas seulement, des contrôles renforcés. Et je pense que cette boîte à outils, elle doit, dans le temps, produire ses effets. Dresser un bilan aujourd'hui de la loi alimentation, c'est beaucoup trop tôt. Il manque encore des ordonnances. Un certain nombre de décrets ne sont pas encore publiés. On est trop tôt. Le ressentiment, en réalité, c'est plutôt un frémissement. On voit des accords qui se sont profilés. C'est la relation contractuelle qui a changé et qui, dans le lait, par exemple, donne un certain nombre de bons résultats. Moi, je reste confiante et je pense que cette loi offre des outils de contractualisation, de regroupement des agriculteurs au sein des organismes qui permettent aussi de mieux défendre l'intérêt des agriculteurs. Vous y croyez à la théorie du ruissellement, vous, Véronique Le Floch? Est-ce que vous sentez un changement de mentalité, un changement de pratique déjà au niveau de la grande distribution, au niveau de l'industrie agroalimentaire, dans la fixation des prix? Alors déjà, ce qui était prévu par la loi, c'est que ça parte de l'agriculteur vers l'industriel et ensuite de l'industriel. C'est à vous d'évaluer vos coûts de production, c'est compliqué. Alors nos coûts de production, nous les avons évalués. Il y avait déjà un grand écart entre le syndicat majoritaire, la FNSEA et nous autres. La différence venait du fait que la FNSEA n'avait pas besoin de rémunération. Donc aujourd'hui, en ayant connaissance de nos coûts de production qui sont validés par l'ensemble de la profession, il était du devoir de l'ensemble des industriels d'évaluer la répercussion des hausses souhaitées par les agriculteurs sur chacun des produits. Je prends l'exemple d'un fromage pour lequel il faudrait 10 litres de lait. Si on demandait 100 € au 1000 litres d'augmentation, ça veut dire pour 1 kg de fromage, 1 € d'augmentation. Donc pour une portion de 250 grammes, 25 centimes de hausse. Or, ce que l'on n'entend pas, ce sont les augmentations qui sont passées avant même l'entrée en vigueur de la loi Egalim. Et là, tous ces distributeurs ont anticipé pour qu'il n'y ait pas de lien entre de cause à effet avec cette loi. Laurence Maillard-Mayuri, sur la grande distribution, on sait que beaucoup d'enseignes vont essayer de contourner cette loi, notamment en faisant baisser les marques distributeurs, en renforçant notamment la fidélité sur les cartes de fidélité, en donnant des prix bonus, on va dire. Voilà, comment on fait aujourd'hui pour que la grande distribution respecte la loi ?
Ça fait 70 ans que c'est la guerre des prix. Je vais vous donner 3 chiffres. 450 000 producteurs agriculteurs en France, 1500 intermédiaires et 4 centrales d'achat. C'est vous dire que le rapport de force, il n'est absolument pas équilibré. Ce n'est pas un marché ordinaire où on aurait une offre et une demande et des intervenants. On est dans un système d'oligopole, clairement, où il y a un rapport de force complètement inversé. Il y a une commission parlementaire qui a été créée là. Une commission parlementaire qui vient d'être annoncée pour justement veiller... C'est Thierry Benoît, un député UDI d'Ille-et-Vilaine qui en a l'initiative. Et le groupe La République En Marche aussi associé à cette démarche. C'est très important en audition, en commission d'enquête, de pouvoir entendre les intervenants dans la grande distribution notamment. Qu'est-ce qui se passe dans les box de négociation? Les obliger aussi à dire et à dénoncer ces pratiques qui sont aussi très contrôlées par la DGCCRF. C'est voilà, les pratiques illégales, déloyales, normalement sont contrôlées 8000 contrôles par an. Donc il faut qu'on accélère et que ce rapport de force s'inverse. Et comment il peut s'inverser? Moi, je n'y vois qu'une solution, c'est que les agriculteurs se regroupent. C'est un monde extrêmement fragmenté en France. Et très fragilisé par des rapports de force absolument disproportionnés. Alors, vous partagez ce constat, les agriculteurs doivent se regrouper? Alors, on a déjà commencé à se regrouper. Le problème est venu du fait qu'on a obligé la contractualisation avant même qu'on se permette de... qu'on s'organise. Donc vous êtes un peu pieds et mains liés avec la grande distribution, c'est ça? Alors, nous sommes pieds et mains liés avec les industriels. Aujourd'hui, c'est très bien la commission parlementaire qui a été mise en place pour suivre ces négociations, mais le travail, il est déjà fait. Si l'on regarde le travail énorme qui est fait chaque année par l'Observatoire de la formation des prix et des marges, qui, par exemple, pour la filière laitière, donne entre 2014 et 2016 une augmentation de la marge brute de 18% par les industriels et de 43% par les distributeurs, la messe, elle est dite. Ils ont augmenté leur marge brute et ce net dégagé par unité de production leur permettent chaque année d'investir de plus en plus et sur des durées de plus en plus courtes. Regardez le développement rapide ces 20 dernières années par Lactalis pour avoir multiplié par 4 son chiffre d'affaires. Et tous les rachats d'entreprises. Donc tout ça est permis par l'argent qu'ils ne donnent pas aux agriculteurs. Allez, on va avancer dans l'émission. On va aborder le deuxième volet de cette loi Egalim. Une loi qui veut également améliorer les conditions sanitaires et environnementales de production. En clair, sortir d'ici 2022 de la dépendance aux néonicotinoïdes, avec en ligne de mire, bien sûr, le fameux glyphosate. On va le voir en Bretagne. On réussit déjà à, on va dire, trouver des plans B, des pratiques alternatives. Regardez. Au commencement, il y a ce cours d'eau, le Sulon, affluent du Blavet. En 2010, des analyses y révèlent une pollution importante et bien sûr ce sont les agriculteurs alentours qui sont pointés du doigt. Parmi eux, Guy Le Pavel, aujourd'hui à la retraite. Pour lui à l'époque, l'incident fait tilt. Il doit trouver de nouvelles techniques pour limiter sa consommation de glyphosate. Ça, je ne voulais plus en parler. Les glyphosates, moi j'en utilise moins en moins. Presque plus. Et une fois que j'avais le semoir, une fois qu'on a vu la technique qui marchait pas si mal que ça, les voisins il y a eu pas mal de visites dans les parcelles, donc ça a fait tache d'huile. Ce semoir, le voici. Guy a été le premier à l'acheter. Un investissement de 18 000 € pour semer sans désherber au glyphosate. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs l'utilisent, comme Ronan Le Denmat depuis 2 ans. Entre 2 cultures sur cette parcelle, il plante de la moutarde qu'il laisse pousser jusqu'à maturité, puis il sème directement le blé au travers. Il faut reconnaître que c'est une technique assez perturbante au début parce que par rapport à un semis traditionnel, en fait, le sol n'est pas travaillé du tout de la même façon. Il n'est quasiment pas travaillé. Le couvert est simplement aplati. On essaye, mais on a hâte d'avoir le résultat aussi pour être sûr que ça marche, quoi. Et le résultat, c'est 18 litres de glyphosate économisés sur cette parcelle de 9 hectares et un rendement de récolte supérieur à la normale. Des techniques comme celle-ci, il en existe plusieurs et c'est le travail d'Annie Charter de les faire découvrir aux agriculteurs. C'est l'agronomie qui reprend sa place et on ne cherche pas à avoir un modèle unique, c'est de se dire, voilà, dans tel type de système, quels sont les leviers que l'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui sera le mieux adapté et qui répondra vraiment aux contraintes de l'agriculteur. Une sorte de boîte à outils qu'elle véhicule chaque jour à travers la campagne. Ce jeune éleveur de cochons qui produit des céréales pour nourrir ses bêtes lui a délégué l'ensemble de sa production. Pour la 3e année, tu vois, 0,74,
Donc ça ferait réduire encore plus que ce qui est prévu. Donc ça nous ferait prendre aussi de l'avance pour l'année suivante. Ouais, Avec le souci de sans cesse diminuer les doses d'herbicides. En 2017, j'ai engagé la totalité de ma surface où auparavant, seuls 10 hectares étaient engagés sur 70 hectares. En France, selon certains professionnels, 70% des usages du glyphosate pourraient être supprimés. Véronique Le Floch, je ne vais pas vous demander de répondre à la place des experts qui ont du mal à trancher sur la dangerosité ou pas du glyphosate. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes déjà engagé, vous, dans les pratiques alternatives? Alors, je suis dans les pratiques alternatives puisque je suis en production biologique. Maintenant, se passer du glyphosate en totalité n'est pas faisable pour l'ensemble des producteurs. Certains producteurs... C'est-à-dire que l'objectif fixé là par le chef de l'État, d'ici 2021, 70% des filières agricoles qui sortent de la dépendance au glyphosate, vous n'y croyez pas? Ça va être compliqué en l'absence d'alternatives. Il faut savoir que nous sommes nombreux, et à la coordination rurale en premier, au travers de techniques culturelles simplifiées, du non-labour. Et ce sont des techniques qui nous obligeaient à semer directement, mais avec une destruction des adventices, donc des mauvaises herbes, par du glyphosate avant semis. Mais quand nous sommes en France avec des doses de 1 à 2 litres hectare, aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont sur des doses de 15 litres hectare. Et juste avant la récolte, donc avec des risques de résidus. Justement, alors la France veut être un peu en tête de gondole, j'ai envie de dire, pour donner l'exemple au niveau européen. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? On sait bien que dans le marché agricole aujourd'hui, c'est un marché mondialisé, globalisé, et qu'automatiquement des productions avec glyphosate sont sur le marché français et européen. Mais c'est toute la complexité du sujet qui n'est pas que le glyphosate, ou en tout cas les produits à base de glyphosate. Il y a une 50aine de produits mis sur le marché en France aujourd'hui. Il y en avait 450 il y a quelques années. Donc on est dans une voie de réduction aussi d'utilisation de ces produits. On a un programme qui est Éco-Phyto 2 qui fixe à 2025 moins 50% de produits phytosanitaires dans l'agriculture française. C'est cette trajectoire qu'il faut suivre. Elle est impérative parce que les produits phytosanitaires, le doute persistant sur l'impact sur la biodiversité, l'environnement, la santé publique, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut donc changer de modèle, changer les pratiques. Et c'est vrai ce que vous disiez, donc on a à peu près 85% des cas, des alternatives existent. Mais il existe aussi des agriculteurs qui seraient sans solution. Je parle de l'agriculture en pente, l'agriculture conservation, la viticulture. Il y a encore des difficultés à trouver des alternatives. Et ce n'est pas que des changements de pratiques. Donc il faut accompagner, il faut donner confiance pour que cette transition agricole ait lieu. Et c'est l'enjeu, c'est d'emmener tout le monde. Et ce n'est pas braquer les agriculteurs dans une perspective qui peut leur sembler ambitieuse, mais qui me semble réaliste à cet objectif et cet horizon. Pour terminer sur cette question, vous sentez un changement de perception, un changement de mentalité, notamment sur l'utilisation par exemple du glyphosate, des produits phytosanitaires? Tous les agriculteurs sont sur un principe économique et de réduction de tous les produits. Maintenant, le principe de précaution voudrait que l'on ramène les limites maximales de résidus au 0,1 mg par kilo. Or, ces doses ont été augmentées à 20 mg par kilo pour permettre l'importation de soja des États-Unis ou de lentilles du Canada. Donc, toutes les difficultés viennent de là. Laurence Maillard-Meillouri, il y a une plateforme qui a été créée, une plateforme sortir du glyphosate gouvernementale. On va regarder un chiffre là. Pour l'instant, les agriculteurs peuvent se déclarer dans la sortie du glyphosate. Regardez, on a regardé ça cette semaine. 11 seulement agriculteurs qui déclarent sortir du glyphosate. La marche est encore très haute. Alors, sur l'aspect autodéclaratif, on voit bien que ça ne marche pas. Ils sont bien plus nombreux évidemment en France. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est le centre de ressources, de partage d'expérience, qui est aussi un site en ligne, mis en ligne depuis cet été. Puis globalement, il faut que les partages d'expérience, les pratiques vertueuses se partagent, se discutent. Il faut que la science nous aide aussi. Il faut remettre dans la science dans le débat, c'est vraiment important, pour rationaliser, sortir parfois des caricatures, parfois qui peuvent aussi entraîner l'agribashing. Moi, je suis très vigilante sur ces sujets. Il faut raison garder et savoir de quoi on parle.
Et quand il s'agit d'entrer dans une transition, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas que la France se disqualifie par rapport à ses partenaires européens. Attention à ne pas surtransposer. Il faut savoir que nos voisins savent produire la même chose que nous. Donc il ne faut pas qu'on perde nos parts de marché, qu'on reste vertueux, qu'on sache montrer l'exemple, que la France soit figure de proue sur une agriculture la plus saine possible, qu'elle doit se diversifier, monter en gamme, mais attention à ne pas surtransposer. Alors, consommer meilleur, c'est l'état d'esprit de la loi Egalim. Alors, consommer meilleur en qualité, mais aussi en quantité. La lutte contre le gaspillage alimentaire est aussi au cœur de cette loi. Alors, il y a déjà une législation qui a été mise en place par la France depuis 2016, la loi Garot, qui oblige, par exemple, les supermarchés à revendre les invendus, justement, à redonner, les invendus aux associations. Pour l'instant, le bilan est plutôt positif. 30 millions de repas servis depuis 3 ans. Les dons aux associations caritatives ont augmenté de 22%. Alors, du coup, cette disposition pourrait justement s'étendre à la restauration collective. C'est l'enjeu de la loi Egalim. Alors, nous, comme on est au Salon de l'Agriculture, on a voulu savoir comment, justement, cet événement gérait cette problématique. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous avez rejoint. Vous êtes depuis une semaine là, vous travaillez sur le salon. Vous êtes un peu baladé dans les allées. Juste rappeler déjà que le salon c'est une immense épicerie, un immense restaurant. Et oui, effectivement, la nourriture est reine ici pendant plus d'une semaine. Juste quelques chiffres pour vous donner un aperçu. Il y a 337 exposants permanents, 18 espaces de dégustation, 16 restaurants. Ça fait 12 000 produits locaux qui sont mis en avant pendant toute cette période. Alors, le salon, c'est un vrai enjeu pour lui, le gaspillage alimentaire, depuis 2010 notamment. Au départ, ça a pris la forme d'un partenariat avec les épiceries solidaires. Donc c'était à l'époque des dons de lait, des fruits et légumes, des produits alimentaires emballés. Et puis là, depuis 3 ans, ce sont les banques alimentaires d'Île-de-France qui sont au cœur du dispositif. Donc ça passe par plusieurs phases. Il y a une phase de sensibilisation. Donc le jeudi, les bénévoles de l'association passent voir les exposants pour dire alors qu'est-ce que vous allez nous donner à la fin, etc. Donc vraiment, on démarche. Et il y a des phases de ramasse, donc 2 fois pendant le salon. Une fois le mardi après le concours général agricole. Donc là, c'est l'occasion pour l'association de récupérer des beaux produits parce que vous savez que c'est les beaux fromages, les belles charcuteries. Donc tout ça sera distribué à la suite aux associations bénéficiaires des bons alimentaires. Et le dimanche, là, c'est la grosse journée. Donc c'est 4 camions, 8 bénévoles qui vont venir faire la tournée des Grands-Ducs pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer sur le salon. Alors, petite fausse idée qu'on pourrait avoir, c'est de croire que c'est au stand de dégustation qu'on va récupérer le plus d'invendus, entre guillemets. Mais c'est plutôt dans les enseignes, vous savez, par exemple, des produits fruits, légumes, etc. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé au salon, mais par exemple, les pommes qui sont exposées dans les vitrines, c'est un peu les mannequins d'un jour. Elles sont changées tous les jours. Donc, toutes les pommes qui vont revenir après vont être données aux banques alimentaires. Alors, rapidement, Émilie, le salon sensibilise aussi au problème du gaspillage alimentaire. Pardon ? Le salon sensibilise aussi au problème du gaspillage alimentaire. Oui, il y a tout un pan en fait qui est fait aussi pendant le salon à destination des visiteurs. Donc c'est-à-dire avec les banques alimentaires toujours apprendre à ne pas gaspiller. Donc par exemple, vous voyez cette petite carotte qui a l'air un peu moche et flétrie. Il faut bien regarder sa beauté intérieure parce que vous pouvez vous en faire un smoothie. Donc juste un mot pour vous dire que la récolte, elle est bonne en général au salon. 3,5 tonnes de denrées récupérées l'année dernière. Ça fait 7000 repas. Si on considère que 500 grammes, ça équivaut à un repas. Merci Émilie. On retrouve bien sûr votre article complet sur le gaspillage alimentaire sur notre site internet. Justement, une question, vous avez vos gestes, vous déjà anti-gaspi au quotidien ? Au quotidien, bien sûr. D'abord, quand on élève 3 enfants, on les invite à... Déjà, l'absence de gaspillage, c'est de ne pas acheter en trop grande quantité, ne pas, dans les assiettes, finir nos assiettes, inviter les enfants à le faire. C'est comme le gaspillage énergétique. La meilleure énergie pas gaspillée, c'est celle qu'on ne dépense pas et qu'on ne consomme pas. Donc c'est en amont, c'est beaucoup de vigilance, c'est le respect aussi de l'alimentation, ne pas jeter. Ça me semble... Et merci pour cette initiative. Bravo. Juste pour vous dire, en fait, par exemple, pendant le salon, il y a les stands de dégustation. Et par exemple, sur les stands bretons, il y a quelqu'un qui nous a expliqué, il ne fait plus d'assiettes, vous savez, où on picore, parce que ça, c'était du gaspillage. Donc là, il fait une découpe, il vous dit, OK, vous voulez goûter, et ça évite encore, c'est encore une autre démarche. Véronique Le Floch, dans les exploitations, rien ne se perd, tout se recycle. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On finit nos assiettes, on réchauffe et on finit aux poules et puis on composte. Donc tout est recyclé. Alors, on arrive presque au terme de cette émission que l'on va conclure avec notre traditionnel dessin que nous a préparé Loïc Schwartz. Il est pour vous, Laurence Maillère-Meignery. Un clin d'œil au Salon de l'Agriculture, mais aussi à vos dernières déclarations concernant les prochaines échéances électorales à Rennes. Vous avez dit « J'aurai ma part aux prochaines municipales de Rennes ». Faut-il comprendre que vous êtes candidate à la candidature à la mairie de Rennes ? Si le titre était parfaitement exact, et comme souvent on sait que les titres, il faut que
on puisse cliquer et s'intéresser. Donc vous ne vous intéressez pas du tout au municipal à Rennes? Non, je prendrai ma part. C'est une évidence. Étant élu à Rennes, évidemment, je ne peux pas rester en retrait d'une élection. Et j'ai toujours dit aussi qu'au préalable, il y avait une échéance absolument essentielle pour nos agriculteurs. Et pas seulement, c'est les élections européennes, le 26 mai prochain. Donc c'est l'enjeu prioritaire pour porter nos messages, défendre la PAC, défendre nos agriculteurs. Donc pour moi, dans l'immédiat, c'est les élections européennes. La première des batailles à mener et à gagner. J'ai envie de conclure avec vous rapidement. Véronique Le Floch, on sait que le passage entre le combat syndical et les combats politiques est souvent très rapide. Est-ce que ça vous intéresserait, un parcours comme ça dans la vie politique, régionale ou nationale ? Alors aujourd'hui, la politique ne m'intéresse pas du tout. Même si on fait de la politique au travers du syndicalisme, je félicite tous ceux qui peuvent le faire puisque c'est très complet. Et en plus, quand on peut y avoir la parité, je pense que s'il y avait eu beaucoup plus de parité dans nos coopératives et dans le syndicalisme et plus tôt, on n'en serait peut-être pas là. Voilà, la parité est en marche. Je partage complètement. Vous en êtes la preuve vivante. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir consacré un peu de temps pour participer à cette émission que l'on vous a donc proposée en direct du Salon de l'Agriculture. Émission que vous pouvez revoir en replay sur le site internet bretagne.france3.fr. La semaine prochaine, vous retrouverez Antonin Billet et l'heure du débat qui sera justement consacrée à la Journée internationale de la femme. Voilà, tout de suite l'édition de la mi-journée. Merci pour votre fidélité. Excellent dimanche à tous.